Moi, je retiens quand même que les mecs, ils ont pris une Fiat Punto pour faire une voiture volante. Je crois qu'il y a Papia. Karine, tu voulais réagir? La voiture qu'on a montrée, qui a été trouvée hier sur Internet, elle s'appelle l'Aérocar. Et le concepteur a expliqué qu'il devait avoir beaucoup de paperasserie, parce qu'il doit être à la fois sur de la réglementation du transport aérien et à la fois sur de la réglementation du transport terrestre. Ce qui fait que ça lui fait 2 fois plus de tracas et 2 fois plus de complexité pour pouvoir faire voler et rouler la voiture. C'est aussi une des raisons, je pense, qui explique que c'est un peu plus compliqué de faire des voitures volantes, parce qu'il faut à la fois être sur une voiture qui va rouler et une voiture qui va voler. On a eu le même problème, pour donner un autre exemple, avec un tram, qui devait être un tram sans chauffeur par guidage magnétique. On devait le mettre en place dans ma région. Et ce tram n'a jamais pu être homologué parce qu'il fallait effectivement plus de sécurité puisqu'il était tout automatique. Voilà. Donc c'est aussi une des raisons qui freine, je pense, le développement technique de l'engin. On imagine bien que simplement en termes de réglementation, si ça venait à être commercialisé, ce serait juste un enfer aujourd'hui. Oui, mais bon, après je me tairai un promis, mais je crois que ce qui était intéressant dans le rêve de la voiture volante, c'était, comme je l'ai dit, la liberté. Aujourd'hui, ce qu'on n'aura pas, jamais, même si on a la voiture volante, c'est cette liberté qui était celle de partir quand on voulait et s'envoler. Enfin, c'est pas comme ça en fait, dans la réalité. Quand vous prenez un petit avion, il y a évidemment des plans de vol à faire, c'est très compliqué, tout est très réglementé. Les voitures volantes, même si elles sont automatisées comme les voitures, enfin avec les GPS et les nouveaux systèmes de navigation, tout le monde saura en tout temps où vous êtes et vous serez contrôlé, dirigé, surveillé, on pourra vous repérer à tout moment. Donc ce rêve de liberté que symbolise la voiture volante, de toute façon, il restera un rêve de science-fiction. Oui, Jean-Laurent. Oui, bonjour, donc Jean-Laurent, grand spécialiste des voitures volantes. Donc, je rappelle, j'ai créé un Royaume de Vent sur la guerre de religion en France et j'ai écrit un livre sur les Celtes en l'an 1. Juste pour dire, donc moi je ne suis pas spécialiste sur la question, mais quelque chose d'intéressant en tant que lecteur et surtout au niveau du cinéma, on est... Oui, c'est rêvé la voiture volante, mais aujourd'hui encore, quand on a le visuel, c'est un symbole hyper fort, c'est-à-dire pour un spectateur ou pour un lecteur, mettre une voiture volante, alors la réintégrer dans le récit, c'est un code hyper fort pour dire aux gens, ah, on est dans un futur proche et on est dans la science-fiction. Donc ça reste quand même un symbole, un des symboles de la science-fiction aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que sur une imagerie hyper réaliste, par exemple je pense au Minority Report de Philippe K. Dick, au cinéma, où là il y a effectivement le visuel hyper technologique, l'image des voitures volantes, elle est hyper intégrée, alors qu'on sait qu'effectivement ce ne sera pas ça, elle est gardée. Oui, je pense que ça reste quand même un symbole hyper fort de la science-fiction aujourd'hui, pour signifier on est dans un futur proche et on est dans la SF. Et en même temps, est-ce que c'est parce que disait Patrick aussi, c'est un symbole mais relativement anecdotique en termes de dramaturgie, c'est-à-dire qu'il y a peu d'histoires qui tournent autour de la voiture volante, mais vous avez le droit de me contredire. Alors Étienne, parce qu'il n'a pas parlé, puis Martin Nessa. Il y a une voiture volante célèbre, hein, mais plutôt dans le monde anglo-saxon, c'est Chitty Bang Bang. Donc roman de Ian Fleming, l'auteur de James Bond, adapté au cinéma sur un scénario de Roald Dahl, qui a qui a trituré le livre au maximum et qui a mis beaucoup de Roald Dahl dans l'histoire de Ian Fleming. Donc Disney en a fait un film avec nombre de chansons, des effets assez merveilleux, mais il y a cette histoire de voiture volante qui va emmener toute une famille, la famille d'un savant, vers d'extraordinaires aventures. Et ce film appartient vraiment à l'imaginaire américain. Et souvent, on va avoir des artistes du milieu steampunk ou qui travaillent au rétrofuturisme qui vont évoquer cette image-là. Pour rebondir sur ce que tu disais sur Minority Report, il n'y a pas de voiture volante. Dans le film, les voitures sont sur des rails magnétiques. Ceux qui volent, ce sont ceux qui ont des jetpacks. Et bien souvent, j'ai cherché des références, et ce que l'on trouve, c'est bien plus des jetpacks qui sont quand même nettement plus cool. Hein, c'est comme avoir une voiture de place plutôt qu'avoir la grosse familiale.
Et là, le jetpack, lui, a un réel succès dans l'imaginaire. Enfin, il suffit de penser à tout l'héritage du Rocketeer de Dave Stevens, qui aujourd'hui encore fait florès. Donc le problème de la voiture volante, c'est peut-être, hein, comme il était dit tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui est à la fois visuellement très très fort, mais qui est dans l'idée même morné, parce que c'est peut-être sympa à imaginer, mais c'est pas aussi cool qu'un jetpack. Alors, le symbole, selon moi, c'est le symbole américain des années, la grande période, je dirais, des voitures volantes en SF, dans l'écriture, même s'il y en a eu très peu, il y en a eu quand même dans les années 40-50. Mais à cette époque-là, aux États-Unis, la voiture, c'était ça le symbole. Donc ça a été transposé à la science-fiction en la faisant voler. Mais la voiture, c'était important. C'était plus important que la famille, c'était plus important que la bonne job, c'était plus important que le travail, même si on pouvait avoir une grosse voiture, pas une petite, des gros chars qui dépensent beaucoup d'essence. Mais on les voit, les modèles, c'est américain, c'est des gros Chevrolet, c'est un symbole important, les Américains, avoir la voiture. Ben, en science-fiction, on l'a transposé en lui mettant des ailes. Le symbole est vraiment nord-américain. La possession, on parlait tantôt de la liberté, mais c'est ça. On voit, c'est vraiment inspiré des années 40-50, les grosses ailes. Je ne sais pas si aujourd'hui on avait des voitures volantes encore, puis avec le même symbole qu'avant, ce ne serait pas des Mini Cooper. Ce serait des gros Hummer, voilà. Faites au Texas, avec des armes. Nous, on prend des Fiat Punto, quoi. Ouais, la dimension du symbole, c'est important parce que c'est un symbole qui parle à tout le monde, qui parle au grand public, la voiture volante. Pour donner un exemple, dans la pièce, pour le coup, une uchronie, un présent parallèle, une pièce de Jacques Attali, qui est jouée actuellement à Paris. C'est une pièce uchronique avec 3 temps différents. Et l'entrée en matière, c'est une publicité. Dans cette publicité, on voit une voiture volante qui survole Paris. Et à un moment donné, elle passe devant l'Arc de Triomphe. Sur l'Arc de Triomphe, il y a 2 bannières avec 2 croix gammées. Donc on sait qu'on est dans le Paris, on sait qu'on est dans un Paris occupé, on sait qu'on est dans un Paris uchronique puisque c'est l'Allemagne qui a gagné. Et on a Luftwagen, donc non plus Volkswagen, mais Luftwagen, donc la voiture volante, la voiture du peuple. Et on sent la domination tout de suite, ça vous pose un décor, ça vous pose une Allemagne forte, ça pose une Allemagne victorieuse et une Allemagne écrasante aussi. Et ce symbole de la voiture volante, ça plonge le grand public, qui n'est pas un public de science-fiction, sur cette pièce, ça plonge tout de suite le public dans un autre temps, un autre mode, et vraiment dans une science-fiction. Donc c'est aussi un symbole qui fait un pont entre un monde science-fictif, on va dire, peut-être réservé aux professionnels ou aux amateurs, et puis le grand public.